Signal FM 90.5, on a rappelé nous que nous suivons une émission spéciale sur M. Pradel Pompilus, que l'année ça, 2020, le 20e anniversaire de la mort, qui était fait le 27 février 2000. Deuxième invité, nous, c'est M. Philippe Bayard, qui a eu le plaisir, le bonheur, le privilège de connaître, de travailler, de collaborer avec le docteur Pompilus. M. Bayard, bienvenue. Quelle expérience vous partagez avec nous de Pradel? Bon, merci à tout auditeur Signal FM, merci Michel. De l'opportunité que me gagne matin pour me parler d'un monde que t'ai aimé en pile, que m't'a admiré, que m't'a appris à connaître, et que c'est tout à fait par hasard que m't'ai venu sous parcours ça, et qui t'ai bonne possibilité de vivre pratiquement 5 ans, qui menaient, et 5 ans que fréquenté Docteur Pompilus pratiquement presque chaque jour jusqu'à rédaction livre, dernier livre que le publié. Qui relève l'anthologie d'écrivains haïtiens. Non, les profils de grands écrivains haïtiens de jadis et de naguère. Ouais, titre là, il est un peu long. Nous discuter et pour vous connaissez de sens marketing. Pradel garder, il réfléchit parce que Jean-Guy Serge te dit, son est extrêmement tolérant. D'ailleurs, moi, j'ai des documents de référence pour me capable assurer que me rappeler des valeurs que vous pas joindre justement actuellement que Pradel est incarné dans toute entièreté. Ouais, donc c'est un qui est extrêmement tolérant, quel que soit ça qui vient sur lui, il pas rejeter. D'ailleurs, à l'époque même, tu gagné petit garçon, petit point qui a des expressions créoles que nous-mêmes nous pas connaissons. Et me dit, Pradel, comment reçois-tu ce genre d'expression? Ça ne t'irrite pas? Il dit non, c'est intéressant. Et il dit que c'est la vie, c'est le public qui va se charger de les perpétrer. Donc en fait, Pradel incarne vraiment un monde qui était remet langue pour s'allier. C'est l'expression de la culture. Et c'est peut-être ça, monsieur, te vive bien, et avec français et avec créole. Chaque gagnant utilité par eux, et eux même complété. En fait, c'est une bague temps couvrir l'interview que monsieur t'a pris. Donc, pour alors, l'interview qu'on réalise après là, exactement. L'occasion, attendez. Donc, en fait, à l'époque, en 1995, on a proposé Banque Centrale et pour faire des billets haïtiens, billets de banque, à l'effigie d'haïtiens qui étaient marqués qui étaient contribués à l'épanouissement pays, ville, enfin, qui étaient importants. Et on connaît dans le pays, dans ciment de qui est-ce qui est bon la médecine, chaque monde a bon docteur en poche, etc. Donc, le choix de littérature haïtienne vient imposer parce que Pradel, à l'époque, c'était clair que c'était le père de la littérature haïtienne et heureusement qu'il était vivant. Et je fréquentais beaucoup Patrick Pompilus, son fils, qui était à l'époque le coordonnateur de l'unité d'analyse de législation économique du CLED. Et puis, moi, de Patrick, alors, Pradel aussi a été le professeur de mon père. Parce que ça, mais ça, après, ça me vient songer ça dans le centre d'études. Et puis, il me dit, Patrick, mais Pradel, c'est pas pour. Et puis, je me suis dit, oui. Il me dit, mais menez-moi, parce que mes projets me gagnent. Alors, encore, Pradel, parce que très peu d'hommes de lettres t'as réagi comme ça. Nous avons 7 billets banque. Je me dis, Pradel, après les choses d'usage et introduction d'usage, il me dit, enfin, on a besoin d'une biographie succincte, une descriptive de 7 plus grands écrivains haïtiens. Il dit, il met dans la tête, il dit, vous m'embarrassez. Ils sont tous grands, nos écrivains. Donc, ça, c'est très important. Parce que critiquent, il y a des gens qui critiquent parce qu'il dit tel ou tel monde, mais ils font analyse basée sur un paquet de bagailles et puis ils le soumettent au lit. Ils donnent très rarement une opinion, même s'il en a une et a beaucoup de conviction. Et c'est très important de le dire. C'est un homme à conviction. Donc, il me dit, non, il me demande pardon, il me dit, excusez-moi. Et puis il dit, d'ailleurs, je voudrais dire Madiou, parce que je lis Madiou depuis quelque temps. Madiou s'impose à moi parce que il est productif.
Mais j'évite de le faire pour ne pas tomber, pour le pas biaiser. Par exemple, maman qui Serge, Winnie, tu remets et quoi c'est soit Jean Brière ou bien Lalo, quoi c'est Jean Brière. Il te remet plume Jean Brière. Donc, c'est difficile. Il faut beaucoup de lucidité pour pouvoir être juge dans une tu sais, et aussi, où tu es les guerres admiration pour tout écrivain au net, sans exception, sans exclusif. Donc, il est un vrai historien de la littérature. Tu comprends? Donc, et puis, il a accepté de commencer. Et puis, monsieur, il me dit, bon, on ne va pas faire 7, on va faire... si je peux suggérer, tu commences, et puis on verra. Je crois que monsieur fait 8 ou 9. Après ça, il a pris goût à ça. Donc, Lévin fait un premier de petite introduction, résumé biographique, et puis les œuvres essentielles. OK? Et puis, il en parlait avec Patrick, il en parlait à Daniel Elie et Gadi Lissad à l'époque, qui était aussi travaillé pour la banque. Et nous disons ça, mais plutôt nous réussissons à faire un recueil qui pour soutenir, pour ne pas dire que, même si Pradel est autoritaire, pour ne pas dire que Pradel a fait poser des mouns. Il vient faire 12. Après ça, il fait 18. Pourquoi c'est 18 qu'il en va là? Mais on avait prévu de faire 12 additionnels, donc des mesvaires de l'homme. Parce que monsieur, tu remets de l'homme en pile. Et puis, bon, tu commencé à le faire, à le prendre pour lui, dans Caille Frère Saint-Louis, des ouvrages pour le TKBD, il fait ça. Tu vois, et puis c'est comme ça qu'il s'est attelé à faire. Et pendant 4 ans, on a beaucoup discuté. Il y a des histoires que j'aurais pu te dire. Par exemple, lors de la rédaction du livre, il a écrit, et quand on était en train de reproduire, on l'appelait au téléphone, pas moi, mon assistante, et Pradel, de tête, disait, regardez à telle page, et il disait le texte. C'est extraordinaire. Même Dieu, mon yorité, il dit, mais c'est pas possible, comment fait-il? Donc, bon, il va parler en détail de tout ça. Vas-y. Ouais. Donc, alors, l'idée, pourquoi tu sais, ce qui m'a guidé dans cette affaire-là et qui a aussi accroché Pradel, c'est pour pouvoir faire et valoriser non seulement la littérature, mais l'haïtien au point de vue public. Parce que j'aime vendre Banque Centrale, c'est comme ça me vend Pradel, me dit, mais si mon fils regarde les billets qu'on a toujours fait en Haïti, pour être un bon haïtien, il faut être un politicien. Donc c'est comme ça aussi qu'on a vu que dans la littérature haïtienne... Exactement. Alors, heureusement ou malheureusement, la plupart de nos écrivains ont occupé des fonctions politiques. Mais ça aussi, c'est un peu le schéma de notre société. Parce que les gens qui ont éducation, en général, c'est lettres, etc. Et c'est lui qui appelé à faire toute bagaille. Donc, on parle d'une société spécialisée vraiment. Ouais, donc, c'est comme ça. L'Elphine fait biographie 18 ans, elle a vu nos livres. Je me dis, mais écoute, tu sais, ce serait bien d'en faire un bouquin. Il dit, non, j'ai déjà tout écrit, on n'a qu'à aller. Je me dis, mais pour que quelqu'un qui soit en Afrique puisse puiser de ça, il faut faire quelque chose. Donc, ce n'est pas un livre de littérature, mais c'est un livre de référence. Et parce que moi, j'ai étudié dans des blocs-notes, etc. Donc, en fait, c'est rendre hommage à la littérature, à ton travail. C'est pourquoi on veut faire un beau livre. Et puis, c'est comme ça nous convaincus pour le fond survol de la littérature haïtienne. Et si tu regardes dans le bouquin, on a fait, bon, naturellement, avec les photos qui étaient disponibles, qu'on n'y a pas de problème. Ça, 2 personnes qui n'étaient pas de problème du tout pour te prendre photo, c'est Roussan Camille, avec, en fait, particulièrement Roussan Camille. Mais tu as l'autre, oui, la même génération. On dit que tu parlé la postérité. Tellement de photos, mais par exemple, on a couru Jean Brière, oui, un peu, qui était chargé de la légation haïtienne en janvier. Janvier, par exemple, il photo du tout, par exemple. Non, pas une photo. Donc, et puis, c'est comme ça qu'il a fait ce survol de la littérature. Donc, et par la suite, il dit, bon, Pradel, tu as l'autorité pour pouvoir suggérer à la banque quels sont puisqu'il faut commencer à quelque part, quels sont les écrivains qui devraient figurer sur les billets, et à ta suggestion, les premiers.
Et c'est comme ça qu'il a fait une liste. Alors, cette liste-là, cette liste est composée de Anténor Firmin, Jean Price-Mars, Edzer Villers, Oswald Durand et Jacques Roumain. Est-ce qu'il me manque un? Bon, donc c'est comme ça. Il a écrit une lettre à la banque. D'ailleurs, j'ai des copies de la lettre, d'ailleurs que je vais donner à la famille, ainsi que les bouquins. Les copies où il a signé, il m'a dit non, je n'arrive pas à signer. Je signe la lettre là peut-être 3 fois avant de trouver sa signature, sa bonne signature. Tu vois, donc c'était une époque intéressante parce qu'il est plongé là-dedans. Mais finalement, ces billets-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bon, il n'y a jamais eu de billets. Il n'y a jamais eu de billets? Non, on n'a jamais eu de Tout billets. ça, et puis il n'y a jamais eu? Non, il n'y a jamais eu de billets. Et pourquoi? Bon, ça, je pense que c'est un petit peu compliqué, le processus selon lequel la banque imprime les billets. C'est-à-dire il faut que, premièrement, la personne soit décédée, bon, ils sont tous décédés, et que la Banque centrale en fasse la proposition à travers le ministère des Finances au Parlement. Donc, la proposition a été faite avant 2010. Et comme le Parlement ne sait pas trop bien lire, donc il va connaître ça lire. Avant 2010, on avait introduit ce projet au Parlement. Et puis 2010 est arrivé et le Parlement s'est effondré sur le projet. Je comprends. Donc, comme dirait l'autre, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de lecture et d'écriture, pour ne pas comprendre ça. Donc, cette interview que nous allons écouter, Philippe, dans quelles conditions que nous avons fait? Bon, premièrement, j'ai abordé le sujet de la langue avec Pradel. Parce que, encore, son ouvrage, qui d'après moi, d'ailleurs, j'ai fait la remarque à sa famille, en guise d'un apport moderne dans les questions de la langue française en Haïti par rapport au créole, c'est un ouvrage que tout le monde, dont tout le monde devait en prendre connaissance. La langue française en Haïti. Donc, c'est comme ça. Et, en fait, c'est pas moi qui devais faire l'interview, c'était Roger Gaillard. Malheureusement, Roger est tombé malade et il n'est pas sorti. Et par la suite, il m'a dit, bon, j'aime bien Anaïs Chavenet. Je pense qu'elle n'était pas disponible non plus. Et puis, dans un silence, il me dit, mais pourquoi pas toi? Je dis, mais je ne suis pas journaliste. Et cette interview-là, quels sont les points principaux qu'il aborde? La question. C'est la langue, la littérature. Il fait une petite autobiographie. Il parle de la langue, il parle de la littérature haïtienne. Et on pourrait même dire que c'est comme un testament. Oui. En tout cas, nous allons écouter. Et je pense que pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, c'est la première fois que vous avez le privilège d'écouter Pradel Pompilus lui-même. Docteur Pompilus, comment êtes-vous arrivé aux lettres, puis à la littérature haïtienne, ensuite à la linguistique? Avec la formation que j'ai eue au primaire, et à la fin du primaire et au secondaire, j'étais inexorablement tourné vers les lettres. Paradoxalement, j'ai appris à lire à l'Arcaï, chez les sœurs de l'instruction chrétienne, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à leur établissement de l'Arcaï. J'ai dû entrer là à 3 ans. J'ai été formé à lire, à épeler, sur les tableaux muraux, Béaba, C.A.K. Diada, avec sœur Françoise. Quand j'ai eu passé les tableaux muraux, on m'a donné comme livre de lecture, au lieu du Doré, qui était très répandu à l'époque, La douce France de René Bazin, je crois. Et j'étais déjà un francophone, un francisant. N'est-ce pas? De là, je suis passé à l'école de garçons de l'Arcaï. Et ce monsieur, sans instruction préalable, s'est servi des lectures historiques de J.C. d'Orsainville. Donc je suis passé de la douce France aux lectures historiques de J.C. d'Orsainville. Et pour entrer au séminaire, l'examen a consisté à une lecture à haute voix, tirée des lectures historiques de J.C. d'Orsainville. J'ai lu admirablement. Et le père Christ, qui a préfet de discipline, a essayé avec moi la 8e. 2 ou 3 mois après,
Il était à la tête de ma classe, définitivement, à la tête de ma promotion. Je n'ai jamais quitté. Jusqu'en 1933, il était à la tête de ma promotion. Je ne m'avais pas dit à partir de quelle date, mais jusqu'en 1933. Le père Chris, le jour de l'examen, a essayé avec moi une lecture à haute voix. Et pendant qu'il lisait, le père Chéret venait passer. Il a dit superbe. L'examen, ça a été là. Il était admis en 8e. J'ai tenu la tête de la 8e, de 1924 à 1933. Nous étions en 8e au séminaire, fort en analyse grammaticale. L'analyse grammaticale était poussée à outrance. Voici ce que le premier de la liste, Vielle Alexandre, a analysé aux examens de Pâques 1924. C'est la première phrase de la fable, la litière et le pot au lait. Pierrette sur sa tête, il y a un pot au lait bien posé sur un coussinet, pour attendre d'arriver sans encombre dans la ville. Et il y avait des subtilités. Il fallait analyser ça, adjectif possessif féminin singulier, un seul possesseur, un seul objet possédé. Le camarade Vielle Alexandre a bien séparé ayant sur sa tête, bien posé sur un coussinet. Mais ayant, participe présent du verbe avoir, séparé de poser. Poser, participe adjectif masculin singulier, attribut de l'objet potolaire. Je ne peux pas être, s'il fallait revenir à cette notion d'attribut, attribut de l'objet potolaire. Il a fait une analyse parfaite. Et nous étions seulement en 8e. Voici la phrase que nous avons eue à la fin de la 8e, pour passer de la 8e en 7e. C'est la première phrase de la prière du soir. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souverain vendeur. Avec sa relative à sujet posé, cette phrase-là peut coller n'importe quel de notre quatrième aujourd'hui. Nous avons fait avec brillance, il y a eu 10 sur 10. Ce n'était pas une exception. Martial Félix a eu 10 sur 10. Édouard Tardieu a eu 10 sur 10. Et un quatrième, Michel a eu 10 sur 10. Nous avons mangé l'analyse grammaticale. Et comme ça, je suis passé de la 8e à la 7e. En 6e, avec le frère Macaire, nous avons tous vu l'essentiel de l'analyse logique. Il n'est plus jusqu'à Sorbonne à apprendre les nuances. C'était fort. Ils sont forts en analyse au séminaire. Et notre section était la section A. C'est seulement dans les années 30 que le père Schumacher a poussé les mathématiques et présenté des élèves en section B. Mais nous étions dans la section A, latin grec. Ils sont forts en thème. En 6e, il fallait voir l'essentiel de la petite grammaire Claude Auger. En 6e seulement. Nous avions 5 heures de latin par semaine, comme 5 heures de français. Et il fallait lire, à la fin de la 6e, l'épitome historique, ça sacré. Je disais, l'épitome historiae sacrae, le résumé de l'histoire sainte. Il fallait lire à la fin de la 5e, Pescafiato Libo, l'épitome historiae caecae, le résumé de l'histoire grecque. À la fin de la 4e, pouvoir lire Pescafiato Libo, le César, le résumé de la guerre de Gaulle. Et en 3e, nous commencions non seulement à traduire l'Énéide, mais à dire chaque 15 jours des vers de l'Énéide, comme disaient les vers français. Donc en français, nous étions familiarisés avec déjà les grands textes de la Martine et du Salgo. Nous savions pas encore, je peux vous en dire encore des passages, et la prière du matin de la Martine. Ô Père, qu'adore mon frère, toi qu'on nous nomme qu'à genoux, toi dont le nom terrible et doux, fait courber le front de ma mère. On dit que ce brillant soleil ne fait ta puissance, que ce ta vieille se tourne comme une lame de vermeil. On dit que c'est toi qui produis les fleurs dont le jardin se part. Sans toi, je vous avare, le verre qui n'aurait point de fruits. Nous disions également, très souvent,
après la bataille de Victor Hugo. Mon père, ce héros, ce aussi doux, subi de ce roussard qui est entre tous, pour sa grande bravoure, pour sa haute taille, parfois il a fait vers le soir d'une bataille, le chien couvert de mort, ceux qui tombaient à la nuit. Il s'en va dans l'ombre entre le faible bout. C'était un Espagnol l'armée en déroute, qui se tenait sanglant, sur le bord de la route, râlant, brisé évidemment jusqu'à moitié, et disait à boire par pitié. Mon père ému, tandis à son hasard fidèle, une goutte de rhum, il fondait à sa selle, et il dit, tiens, donne à boire, c'est pour blesser. Mais aussitôt où ça a blessé, c'est penché vers lui, l'homme, une espèce de mort, c'est gens qui sont là qui étaient d'accord, et il dit au mon père, 40 bas. Le coup passe à 6 fois que je suis pas trop bas, et que je ne suis pas vite en arrière, donne-lui tout de la boire, dit mon père. Et nous vivions ce geste de générosité de la part d'un Français, de la part de Victor Hugo, n'est-ce pas? Et c'est l'amour de la France qui entre en nous. C'est l'amour de la littérature française qui entre en nous. Avec les grands textes de Victor Hugo, de Martine déjà. Parfois les grands passages de la déroute de Victor Hugo. Il neigeait, les blessés s'abritaient dans le ventre, les chevaux morts. Donc on était en huitième de familiariser les grands textes de la Martine de Victor Hugo. Et dire que nous sommes préparés à entrer dans la littérature française. Alors, pour la littérature haïtienne, on ne la soupçonnait même pas. Elle nous a été révélée une après-midi de l'année 1930, quand le père Froisset, qui considérait la carte de seconde comme de poésie, nous a distribué les travaux qu'il avait fait bien pour nous. Le développement de la poésie française à travers le monde. Et il a cité au bonheur 4 vers de Elzer Miller et 4 vers de Charles Moravia. Il a mis en parenthèse poète haïtien. Comme moi, je me suis dit, il y a des poètes haïtiens. Je ne savais pas qu'il y avait des poètes haïtiens. Aussitôt, j'ai eu recours à mon ami fraternel, de regretter moi, René Victor. Lui, il avait appris des vers d'auteurs haïtiens. Il avait appris des vers de ce maudit qu'on appelait Gougne de janvier. Il met à nous étonner en citant des vers de janvier que les pères du Seigneur avaient trouvé diabolique. Janvier a écrit le christianisme est en train de défaire et défera sûrement, si l'on met ordre, l'œuvre de 1804. Quand il cite ces paroles-là, nous nous étonnons, nous le fions, mais je retourne à lui et je lui dis, oh, il donne un peu de ton poison. Et il m'a amené à ce inspecteur-là, il m'a amené à Devier, qui avait une littérature haïtienne. Devier nous a fait lire Janvier, nous a fait lire aussi Charles Moravia, nous a fait lire Fritz Mars, nous a fait lire de l'ordre de l'homme. Et c'est Devier qui m'a initié à la littérature haïtienne. Et qui m'a... Je suis parti en 1945 en France, avec une grosse institut français. Et puis je suis parti avec un Delorme pour passer le certificat de latin. Il faut connaître non seulement la langue latine, mais la civilisation latine. Comment le latin vivait au premier siècle après Jésus-Christ. Donc on m'a recommandé de lire Gaston Boissier, Cicéron et ses amis, pour connaître la culture latine. Enfin, j'ai lu Gaston Boissier sous la pression de mes camarades et professeurs. J'ai vu que c'était un joueur d'enfant. À cause des 200 pages que Delorme avait écrites sur Cicéron. Comment, me suis dit, j'ai un écrivain haïtien qui a écrit quelque chose de plus intéressant qu'un bon français. Et ça m'a attaqué davantage à la littérature haïtienne, sans donner la vénération pour Delorme. Je continue à lire la littérature haïtienne. Et quand je suis rentré en 1947, après 18 mois d'études seulement, licencié S-lettres, puis du Paris, j'étais le premier haïtien licencié de Paris. J'ai été récompensé
il était admis à aller saluer le président Issimé. Il a pris la peine de s'informer sur mes études. Et il m'a dit, d'ailleurs, pour vous récompenser, j'ai signé votre commission comme secrétaire général à l'école normale supérieure. J'étais un assistant, comme un assistant directeur. Je pouvais prendre l'initiative. J'ai fondé la chaire de littérature haïtienne. Il aurait dû l'appeler chaire de l'histoire de l'homme. Chaire de littérature haïtienne. Préparant des professeurs pour l'expansion de la littérature haïtienne. Haïti est le seul pays de la Caraïbe où la littérature officielle est étudiée à côté de la littérature nationale. La littérature nationale est étudiée à côté de la littérature officielle. Et comme ça, j'ai commencé à préparer les professeurs de littérature haïtienne. J'ai imposé un mémoire de littérature haïtienne à tous les élèves de lettres et d'histoire. Des mémoires qui valent le diplôme d'études supérieures en France. C'est ainsi qu'on a eu le mémoire de Gérard Smith sur Pierre Ninguer, le mémoire de Madame Goug pour la Castor sur le théâtre de Massimo Parou. Pour la Castor, elle s'asseoir plusieurs heures chaque semaine chez Madame Madiou pour lire les textes de Massimo Parou et faire son mémoire avec les documents de premier ordre. Et on a eu le mémoire de son nom m'échappe pour l'instant. Le mémoire de la sœur de Paula Castor, Suzy Castor, sur l'occupation américaine d'Haïti. Mémoire qu'elle a présenté comme diplôme d'études supérieures au Mexique. Donc, un très bon mémoire. Et le mémoire était soutenu en présence des parents et amis. C'est une grande fête nigérienne. À soutenir le mémoire à l'école normale supérieure. Une grande fête. Et voilà pourquoi l'école normale supérieure est devenue le creuset de l'enseignement de la littérature haïtienne. Ça me plaît de vous poser une autre question. Qui a été votre professeur qui vous a enseigné la littérature haïtienne? Je n'en ai pas eu paradoxalement. Le père Foisset, dans sa note, m'a révélé qu'il y avait les auteurs haïtiens. Et je suis allé à eux. J'ai eu la bonne méthode. J'ai commencé par les textes. J'ai lu les textes d'abord. Et après, l'histoire de la littérature haïtienne de Dioassigné Papa. Voilà comment j'ai été la littérature haïtienne. Il était au texte directement. Comme nous le disions tout à l'heure, comment êtes-vous arrivé à la linguistique? Mon dernier certificat de licence, le certificat de grammaire et philologie, m'orientait vers la linguistique. La philologie, c'est la dernière porte qui mène à la linguistique. La philologie s'occupe surtout des textes écrits, tandis que la linguistique s'appuie sur les textes oraux. Voilà la différence. Donc la philologie et la linguistique enseignent les variétés de langues et les fonctions de la langue. La même chose peut se dire de plusieurs façons différentes. Pour exprimer mon ignorance d'un sujet, je peux dire, suivant la langue courante, je ne sais pas. Mais je peux dire aussi, suivant la langue familière, sais pas. Sais pas. Même je sais pas. Et suivant la langue recherchée, la langue je l'ignore, monsieur. Je ne saurais vous le dire. Une variété de langues. La même chose peut se dire de plusieurs façons, suivant la personne à qui on s'adresse, suivant le moment. Il y a des fautes contre la structure de la langue, mais il y a aussi des fautes contre le niveau de communication. Je ne peux pas dire à n'importe qui que la fête a été bigrement belle. Un ambassadeur ne peut pas, dans une communication officielle, dire la fête a été bigrement belle. C'est une faute de convenance. En parlant à sa femme à la maison, il peut dire la fête a été bigrement belle, mais pas en parlant en public. Donc j'ai appris en linguistique les niveaux, les origines de langue. De quelle façon on peut parler, suivant les circonstances de la communication. Voilà, ici. J'ai appris les fonctions de la langue. Docteur Pompilus, comment pourriez-vous définir les rapports entre la langue et la littérature?
La littérature, c'est la langue élaborée en elle-même et pour en elle-même. La littérature, ce sont les principaux jeux de la langue. On joue avec la langue. L'essentiel de la langue, c'est la communication, la transmission d'une communication, la transmission d'une expérience humaine. En littérature, les jeux de la langue comptent plus que ce qu'on communique. Il y a les jeux sur les sons de la langue, qu'on appelle l'harmonie imitative. Par exemple, dans Andromaque, Oreste dit à Hermione, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Il y a un jeu sur le son ce. Ou bien encore, quand Colin Ardouin, au lieu de dire la jeunesse ne connaît pas la tristesse, parce qu'il dit la tristesse n'est pas un plaisir du jeune âge. La brise vole et chante le baise, jeu sur les images, il y a les jeux sur les sons, il y a les jeux sur le choix des mots également. Ce sont les jeux de la langue, la littérature. Et le jeu compte plus que ce qu'on dit. Donc j'ai envisagé la littérature comme jeu, les jeux de la langue. Jeu sur la construction. On peut placer, comme je dirais, avant le verbe. Jeu sur la syntaxe. La littérature sont les jeux de la langue. Jeu sur les sens également, les images, les métaphores. Donc, messieurs, vous n'éprouvez pas un peu de nostalgie après avoir écouté Pradel? Évidemment, puisque voilà, ça personnellement, ça me fait évoquer les valeurs d'un homme qui existe très peu ou pas du tout les temps que nous vivons. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris plaisir à écouter et aussi à participer à faire parler de Pradel. Et Serge? Beaucoup d'espoir aussi, car encore une fois, je pense qu'il y a encore dans ce pays inconnu qu'il nous faut découvrir d'autres Pradel qui existent, qui font des efforts, qui luttent. Donc c'est surtout ça pour moi. Eh bien, messieurs, merci beaucoup de vous être proposé. Vous avez accepté la proposition de parler de ce grand haïtien qui le mérite amplement. Même temps, je dis un bagay. Et je souhaite que tout le monde qui la caille côté Pradel Pompilus sorti. Pas gon rue, pas gon place. Pourquoi peut-être gon l'école que les Pradel Pompilus? Non, bibliothèque. La bibliothèque la caille, la bibliothèque Pradel Pompilus. Heureusement. Même dans les plus. Et surtout en ce 20e anniversaire, que y a des conférences qui faites pour parler de M. Sarr qui pas n'importe qui monde. Et qui restera pour l'éternité un modèle. Merci beaucoup. Merci. Bagaille.